effectivement impérieux qu'on s'organise. Et il n'y a même pas de commentaires là-dessus. C'est de un. De deux, la voie des urnes, c'est la meilleure voie pour accéder au pouvoir, pour conserver le pouvoir et pour développer un pays. Et par rapport à la logique des armes, j'ai dit souvent aux gens, quand je comprends les compatriotes, quand ils s'énervent, ils disent prenons les armes. C'est légitime de réagir comme cela et de le dire. Prendre les armes, on appelle cela plan B. Mais souvent je pose aux gens la question suivante, est-ce que le plan A, nous l'avons terminé? On ne l'a pas terminé et très peu de gens connaissent le plan A. Et toujours dans le cadre des commentaires, je dirais ceci, nous nous sous-estimons. Nous sommes, comme a dit Eric, près d'1 million en dehors du pays. Nous sommes une grande force et nous pouvons effectivement agir sur le pays et en très peu de temps. Et malheureusement, nous sommes un peu distraits, comme l'a dit Eric. Un autre élément, là où je suis, bon, pas que je diverge avec lui par rapport aux musiciens. En décembre 2006, après les élections 2006, j'avais écrit un article, Musiciens congolais en Europe, la descente aux enfers. J'ai fait une analyse qui est dans mon dernier livre. Et 3 ans après, le phénomène combattant fait que les musiciens n'arrivent même plus ici. Donc, il y a des paramètres objectifs qui font que ce qui arrive aux musiciens, c'est eux-mêmes les musiciens qui sont à la base. Et donc, ces gens-là, pour les récupérer, c'est eux-mêmes d'abord qui doivent changer. Ce n'est pas nous qui devons les changer. Est-ce qu'ils ont changé? Est-ce qu'ils savent ce que c'est les valeurs dans un pays? Ils ne savent pas. Donc, leur premier travail, ils devraient s'autocritiquer et redevenir des citoyens. Parce que ce n'est pas des citoyens. Un citoyen, c'est celui qui travaille pour la marche positive de son pays. Là où je suis d'accord avec Eric, c'est quand il dit la musique, c'est un outil extraordinaire. D'accord. Mais, j'ajouterais, le Congo, c'est un scandale culturel. Pas seulement dans la musique. Je donne une petite anecdote. Il y a un de mes jeunes frères qui était à l'époque, il faisait la médecine au campus de Kinshasa. Et un jour, il est revenu le soir, il m'a dit ceci. Le matin, quand il passe devant le truc de Saint-Moulin, l'auditoire ou l'amphithéâtre de Saint-Moulin, qu'est-ce qu'il voit? Les Chégués, avec des manzanza, ils interprètent toutes les grandes chansons. Et tellement bien qu'on en a les larmes parce qu'ils ont un talent extraordinaire. Ces Chégués-là, ça fait des années qu'ils sont là. C'est donc une valeur qui n'a toujours pas été exploitée. Alors, Madame Kande, qui voudrait donc aller en profondeur par rapport à ce secteur-là, il faut aller chercher, tirer tous ces talents. Ceux qui sont des stars aujourd'hui, en fait, ils ont profité d'un certain temps, mais malheureusement pour eux, ils sont pleins d'antivaleurs. Le problème de nos musiciens, ce sont les antivaleurs. Ils véhiculent des antivaleurs. Et ce qui leur arrive, ce n'est pas les combattants, c'est eux-mêmes qui se sont mis dans cette situation-là, qui ont décidé de changer parmi eux. Qui a décidé de venir ici, dit bon voilà, je vais faire le zénith pour récolter à 20 $, 20 € la place, 30 000 places, tout cet argent, on va mettre dans les écoles. Ils peuvent faire ça. Parmi eux, qui a proposé ça? Personne. Qui leur a interdit de dénoncer le mal? Ils ne l'ont pas fait. Or, le mal, on sait, le tripatouillage, on a changé la constitution. Ils étaient à qui? Ils connaissent, eux d'ailleurs, ils connaissent tous les 300 parlementaires là. Et c'est leurs copains en plus. Donc, vous comprenez qu'au stade actuel, c'est à eux-mêmes de faire en sorte qu'ils soient les bienvenus de ce côté-ci. Bon, par rapport aux commentaires, c'est l'essentiel, mais maintenant, par rapport à mon intervention. On ne libère pas un peuple. Un peuple se libère. Au stade actuel, combien de Congolais sont à mesure
d'assimiler le discours révolutionnaire. Et j'ajouterai, quand vous parlez des parrains, de tout cela, la plus grande armée, pour ceux qui veulent prendre les armes, la plus grande armée d'un pays, vous la connaissez? C'est le peuple. Donc nous avons l'armée, et cette armée est crainte par toutes les puissances du monde. Et qu'est-ce que nous faisons comme peuple? Donc ma question c'est celle-là. Comment faire en sorte que le Congolais se libère d'après votre projet d'action? Merci. Nous devons nous prendre en charge. Et dans cette démarche, dans cette approche, nous venons avec un levier. On propose cette académie de la conscientisation. On propose une approche marketing en bonne et due forme. Nous avons des outils mis à notre disposition aujourd'hui par le dominant. Et comme Sun Tzu nous l'explique, nous avons la possibilité de retourner contre lui ses propres armes. Donc, je vous raconte à mon tour une petite histoire. Le 12 février 2010, à Vancouver, se passe la 21e édition des Jeux Olympiques d'hiver, à Vancouver. Le 12, le premier jour, accident de luge, de bobsleigh, et un décès. Donc on interrompt les Jeux Olympiques pour comprendre, analyser la raison de ce décès. Et voilà, donc je suis à Washington dans mon hôtel, je tombe là-dessus tout à fait par hasard, et je m'intéresse à ce sport qu'avant je n'avais vu qu'à travers Asta Rocket, ce film où on voyait des Jamaïcains monter dans un bobsleigh. Et donc je découvre les grandes sensations du bobsleigh. Je découvre les spécificités de ce sport extraordinaire. Et ce jour-là, m'apparaît une idée. Vous voyez ce qu'on appelle les flash mobs. Pour mettre en place un spectacle de flash mob qui réussit, il faut procéder de façon géométrique, s'organiser de manière synchrone, que chaque élément, chaque participant soit en interaction parfaite avec l'autre. Et tout ça assis sur une inébranlable rigueur. Ce sont les mêmes ingrédients dont ont eu besoin les printemps arabes, les révolutions violettes, de velours. Tout ça, c'est fait en empruntant l'outil Internet. Les gens ont su comment communiquer, en réseau, travailler ensemble, rigoureusement. Le CIR, c'est comme ça que nous appelons ça chez nous. Le CIR est entré dans la doctrine du CUP. CIR qui veut dire synchronisation, interaction, rigueur. Chez nous, nous fonctionnons, du moins nous essayons tous de fonctionner en tenant compte de ces ingrédients. Récemment, vous avez vu comment la communauté, la diaspora, a été capable de signer une pétition en quelques jours pour boycotter l'invitation de Kagame à Oxford. Nous en avons vu une démonstration. Lorsque le Congolais le veut, il le peut. Nous avons à notre disposition des outils. On parle de mobiliser les moyens. Les moyens sont là. Ça ne tient qu'à une volonté. Mais malheureusement, tel que nous l'avons expliqué, nous passons trop de temps à nous perdre dans nos contradictions. Lorsque Papa Cheikh Fita parle du cas des Congolais où il dit qu'il n'est pas d'accord avec moi, en fait il est tout à fait d'accord avec moi, parce que c'est ce dont je parle dans Ostracisme. Dans Ostracisme, je l'explique. J'ai fait un article dans le journal Le Potentiel en 2011 où je donnais mon point de vue sur cette affaire de musicien. Je prenais l'exemple de Pierre Perret avec sa chanson Le Zizi, qui un premier temps a été censurée et qui finalement a été intégrée même dans le programme de l'éducation nationale.
Donc tout ce que nos musiciens chantent n'est pas forcément mauvais quand ça a trait au sexe, quand ça devient obscène. Là, c'est compliqué. J'ai créé un forum sur Internet qui s'appelait Tango Tozalaka, dont l'idée était déjà, à l'époque, de rassembler. C'est la première plateforme qui a vu passer du virtuel au réel, les Congolais de la diaspora, en 2008-2009. Le jour où je suis arrivé avec la proposition des KMS, du Knowledge Management System, pour commencer à réguler la manière de fonctionner dans ce forum de discussion, de manière à l'optimiser pour que ça devienne un outil stratégique que nous pouvions utiliser. Les gens ont dit « Ah, mais il est méchant, hein? Ah, mais lui, ça va pas. » Dès que ça touche à la discipline, le Congolais n'est plus d'accord. Il veut sa liberté. Mais quelle liberté? Je vous ai parlé de Paolo Coelho tout à l'heure. Donc, si vous voulez, nous sommes dans un principe où nous sommes dans le principe du serpent qui se mord la queue. Vous voyez? C'est-à-dire, on risque de faire du surplace très longtemps encore et de tourner en rond. Ici, il faut commencer par le début. Toute révolution procède d'un protocole qu'il faut respecter. Il nous est indispensable de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Redéfinissons les stratégies. C'est une affaire de stratégie à mettre en place. D'où nous avons proposé l'Académie de la conscientisation. Nous sommes ici aujourd'hui réunis. Pourquoi? Nous avons proposé de réunir les Congolais de la diaspora autour d'un vrai projet. Il faut mettre en place un projet qui nous mettra d'accord. Donc rencontrons-nous, peu importe les clivages, rencontrons-nous le plus souvent possible, tapons-nous dessus s'il le faut, mais il faut impérativement que de ces chocs jaillisse une vraie lumière. Mais encore faudrait-il. Moi j'ai proposé qu'on se rencontre le 15 juin. Ben, j'ai appris que mes amis combattants se rencontrent le 15 juin à Paris. J'ai trouvé ça formidable. Génial. Est-ce que vous croyez qu'on va y arriver de cette manière-là? Mais absolument pas. Absolument pas. C'est-à-dire, Tozo Lukangenge, chacun cherche sa petite gloire et nous sommes occupés à tromper le peuple. Moi, je vous l'ai dit, qui a fait ici un sondage d'opinion au milieu de 2000 Congolais? Tout clivage confondu. On ne va pas aller seulement à Matongé pour faire le clivage. On connaît les réponses qui en sortiront. Mais nous avons la possibilité aujourd'hui de contacter tous les corps de métiers différents. Faire un sondage. Nous avons parlé d'adéquation offre-demande. La demande, nous la connaissons, libérer le peuple congolais. L'offre, c'est là que l'offre pose problème parce que nous avons deux catégories d'offrants. Ceux qui offrent la solution armée, nous l'avons dit, ceux qui offrent la solution des élections. Moi, je ne dis pas il faut aller aux élections. Je dis comment fait-on pour y aller? C'est ce que j'ai proposé depuis le début. Donc nous avons la possibilité d'y aller. Mais moi, Éric Moulalou, je dis, je n'irai jamais aux élections si je n'ai pas la diaspora avec moi. Ma rampe de lancement, c'est la diaspora. Impossible que je foute mes pieds au Congo pour aller tenter Nazo Lukangengete. Ça n'est pas du tout mon but. En juillet 2011, je suis allé à Kinshasa. Je me suis fait enrôler. J'ai fait 36 heures à Kinshasa. De retour, la masse d'informations que j'ai ramenée m'a obligé d'initier une pétition. Vous pouvez la trouver jusqu'aujourd'hui. Vous allez sur Google, vous tapez Éric Moulalou, pétition, le peuple congolais dénonce. Ça s'appelle comme ça. Vous allez ressortir cette pétition. Où j'ai requis de mes compatriotes 100 000 signatures. Il en fallait 50 000 en réalité. Pour qu'on puisse être reçu au State Department, à l'Organisation des Nations Unies et au Carter Center. Mon souci était d'utiliser l'institution qu'est l'ONU, même si nous la savons partiale, mais d'utiliser cette institution de manière à ce qu'elle puisse signer une résolution à la MONUSCO locale pour qu'elle accompagne chaque étape du processus électoral avec les Congolais à côté. Mais les Congolais de la diaspora de préférence. J'ai obtenu 252 signatures. C'est que pour cette raison-là que je ne suis pas allé aux élections. Les gens n'en savent strictement rien. Mais la pétition est là, elle existe. Hein. 252 signatures. Les gens avaient l'impression qu'en signant cette pétition, ils allaient faire de moi un milliardaire. Mais attends, j'avais vu ça. Une pétition pour dire nous voulons la transparence. Donc notre problème est là. Et il est immense. Donc nous nous sommes lancés un défi. Nous sommes quelques-uns, on s'est dit, allons-y. Proposons cette académie de la conscientisation. Mon problème à moi, avec mon compatriote,
tient de la friction constante que vont générer la mauvaise foi de l'autre à ne pas vouloir entendre une proposition qui semble lui déplaire. Donc, dès que ça ne sonne pas comme il veut, Moutoua Naza Mabé, Moutoua Naza Kolabo, Moutoua Nazali, ça c'est pas bon. Mes frères et sœurs, le Congo, je me suis donné une deadline. Ça fait beaucoup trop longtemps que je suis dans ce combat. J'ai commencé en 1990, j'étais tout jeune, j'étais vice-président de la JR, la Jeunesse Républicaine, le parti de Clovis Munga. J'étais vice-président en charge de la discipline déjà à l'époque. Et croyez-moi, j'ai roulé ma bosse là-dedans au détriment de tous mes intérêts personnels. Je me suis donné 2 ans. Si dans 2 ans, je n'arrive pas à mettre sur pied l'académie de la conscientisation, Papa Cheikh Fita disait de moi tout à l'heure que j'étais un drogué du Congo. Croyez-moi, je deviens gabonais, ivoirien, malaisien, ce que vous voulez, mais je laisse tomber, basta cette affaire où il n'y a que des distracteurs. Est-ce que vous avez vu comment les intellectuels ont complètement abandonné le Congo? Paul Anime, c'est quoi un intellectuel? Moi, Eric Moulalou, je ne suis pas un intellectuel, hein. Moi, je n'ai pas fait d'études. Moi, j'ai tout appris sur le tas. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui est entré à l'école, qui a suivi un cursus et qui s'est spécialisé dans une branche donnée. Mais les intellectuels, aujourd'hui, sont complètement largués par rapport à tout ce qui se passe. Ils ne peuvent rien proposer. C'est un fouillis total. Et croyez-moi, il faut quelqu'un devant pour accompagner les intellectuels, mon Dieu. Il faut un leader. Tout à fait. Absolument. Ils ont besoin qu'on leur demande quoi faire. Vous demandez à un intellectuel de vous guérir un malade parce qu'il est spécialisé dans la sclérose en plaques. Voilà son job. Mais encore faudrait-il lui demander de le faire. Or, Naminito, nous sommes incapables d'optimiser cette substance extraordinaire que nous avons, car la République démocratique du Congo est bondée d'intellectuels. Mais nous sommes tellement dispersés, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de prétendre. Qui a vu une communauté congolaise homogène? Nulle part. Ostracisme dit, seul un monolithe peut combattre un monolithe. En face, c'est un monolithe d'idées, de moyens, de projets, de machiavélisme. Vous venez comme vous voulez, comme aujourd'hui en ordre dispersé, vous ne les aurez jamais. Je vous le jure, vous ne les aurez jamais, ni aujourd'hui, ni dans 2 ans, ni dans 5 ans. Et Ngaï Eric Moulalou, j'ai 48 ans. Je suis en train de vieillir à vue d'œil à cause de ce combat. Non, 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 non. 2 ans. Si je n'y parviens pas, j'arrête tout. Et je serai quelque part en spectateur, en espérant qu'effectivement, un jour, vous y serez arrivé. Vous aurez dégagé Kabila Delage, d'accord? Et demain, ça sera qui? Tous, nous avions dit, un pacte avec le diable. Mais Mobutu doit dégager. On était tous d'accord avec ça, n'est-ce pas? Mobutu est parti. Mais Kabila est là, non? Mais pourquoi vous applaudissez pas? Maintenant, c'est un pacte avec le diable pour que Kabila dégage. Mais Kabila, ils vont le remplacer par un autre. Notre problème, c'est pas ce Tintin de Kabila. Non! Ce sont ceux qui sont derrière lui. Ce sont eux les mordants, les dangereux, la vipère, cette viscère qu'il faut aller déloger. Et pour ça, il faut que vous soyez dans la volonté. Il faut que vous le vouliez sincèrement. L'indomptable volonté dont parle Gandhi. Bandeko, c'est ça la solution. C'est vraiment important d'adresser les problèmes de système, hein, parce que les Congolais, c'est comme si on est perdu dans quelque chose et on cherche à voir juste une justification pour dire ouais, c'est ça les problèmes. Et vraiment, votre livre Ostracisme, je vais en prendre là, parce que si ça adresse tous les sujets sur les problématiques des Congolais, sur leur façon de voir le monde, c'est vraiment clé. Et mon observation, c'est surtout sur les cultes de personnalité que vous avez parlé. Et j'avoue, j'ai observé aussi, avant les élections, beaucoup de gens rejetaient les élections. Et juste après l'annonce de M. Etienne Tshisekedi, tout le monde saute sur les élections. Mais il faut bien dire c'est de l'opportunisme. Parce que Tshisekedi représente une porte pour beaucoup de gens de résoudre leurs problèmes personnels et pas les problèmes du Congo. Et donc c'est l'opportunisme qu'on doit exposer tout le temps. On doit beaucoup exposer parce qu'il y en a beaucoup des opportunistes parmi nous qui parlent libérer Congo parce qu'ils voient une porte.
mais qui ne sont pas prêts à faire le boulot de long terme qui est là pour libérer les vrais Congos. La vraie liberté qui va changer les plats du Congolais devant le Congo, quoi. Et c'était un peu ça mon observation. Et ma question, c'est sur l'académie des conscientisations. Moi, je suis partant pour rejoindre cette académie des conscientisations que nous, on appelle l'éducation politique dans nos termes, parce que c'est très important de commencer à ouvrir les yeux du Congolais, parce que le Congolais va se libérer lui-même. Et je pense que le mouvement de libération du Congo est né au-delà des frontières du Congo. Et ça, c'est un truc très positif. Et il manque juste l'organisation et la conscientisation. Et des fois, j'aime donner l'exemple de Western Union qui donne des statistiques pour dire que les Congolais, au Congo, envoient 10 fois plus d'argent que la Banque mondiale, mais sans condition. C'est à voir, hein, tout le monde peut aller voir ça, c'est pas moi qui le vois. Donc c'est un peu ça notre pouvoir si on est conscient de qui on est, quoi. Merci. Il y a une question ici. Merci beaucoup, Congo des Cailles. Ouais. Bonjour Frédéric. Je me présente, c'est le frère l'évangéliste Pétrus. Je suis juriste de formation et c'est avec beaucoup de plaisir. Je vous prie d'excuser une petite seconde. Là, ce qu'on va faire, on va regarder l'heure. Il est 18h27. On a encore combien de temps? On a encore une heure? Alors ce qu'on va faire, on a une heure encore. Ce qu'on va faire, on va prendre 10 questions. Merci frère, je disais tout à l'heure, je venais de me présenter et j'étais très content de recevoir cette invitation, étant congolais d'origine. L'urgence de fédérer les Congolais de la diaspora autour d'un vrai projet. Et quand moi j'entends projet, bon, excusez-moi ma réunion, je suis venu en retard, mais je prendrai les livres et je les payerai à la fin. Moi quand j'entends projet, vraiment je sous-entends une structure. Je voulais aussi plus parler ici en tant que serviteur, en tant que juriste. Vous savez mes frères, rien ne peut se faire au monde sans structure. Et quand vous voyez Dieu lui-même est structuré, Père, Fils et Saint-Esprit. Et l'ennemi lui-même, le diable, est structuré. Le diable ne peut être au même moment partout. Il a ses délégués, il a ses démons, il a ses sauts, ainsi de suite. Donc pour nous Congolais, moi je pense que s'il y a des préalables, ça je l'ai souvent dit ici, quand même j'ai l'occasion de le dire, pour ceux-là qui sont là, il y a des préalables qui sont vraiment, je pourrais dire définis, qui sont, que je propose, c'est qu'avant qu'on puisse mettre une structure sur place, nous en tant que Congolais, nous devons faire des révolutions. La première révolution pour moi c'est une révolution intellectuelle et la deuxième révolution c'est une révolution spirituelle. Intellectuelle pourquoi? J'ai dit intellectuelle, et suivez-moi s'il vous plaît. Vous savez la finalité d'un intellectuel, c'est de changer les situations. C'est de résoudre des problèmes difficiles. C'est ça un intellectuel. Parce que si on doit aujourd'hui se dire qu'on est intellectuel, qu'on est un grand juriste, on est un grand politologue, si on ne parvient pas à résoudre les problèmes, là on ne fera rien. Et la révolution spirituelle c'est quoi? J'en reviens à ce que vous venez de dire tout à l'heure ici quand vous faisiez votre analyse. Vous savez, face à Goliath, David avait un autre langage. Il s'est dit, écoute, tout le monde, tout le peuple d'Israël avait peur de Goliath. Et 40 jours, Goliath était là devant, il dit, mais moi je vous assujettis, moi je vais faire ça. Mais quand vous voyez un peu David, il avait juste les pierres qu'il avait, et vous allez vous rendre compte qu'on lui a donné des armes, il a dit non, moi je ne peux pas utiliser ça. Je sais mes frères que nous avons des compétences, nous avons des moyens, et le frère Eric dans son livre, comme venait de le dire, vous avez tellement proposé des outils, mais moi je me suis dit que quand on va aller quelque part, on ne peut pas réussir si on n'est pas ensemble. Je parle ici de l'unité. L'unité n'est pas conformité. Question, s'il vous plaît. Alors, je me dis, pour aller au front, pour parvenir à là où nous voulons arriver, c'est de nous unir. Vous savez, même les autres qui nous combattent aujourd'hui partout, ils sont tellement structurés que
Non, j'ai fait d'abord une observation. Je vais poser ma question. La question. Et je pose la question. Voilà. Aujourd'hui, si nous canalisons nos énergies, nous allons parvenir à une synergie. Et c'est ce qui va nous permettre aujourd'hui de faire face à la situation. Et ma question est celle-ci. Est-ce qu'aujourd'hui, pouvons-nous être capables, pouvons-nous aujourd'hui, frère Eric, avec les analyses que vous avez données dans votre livre, parvenir à cela, à une synergie commune? Voilà. Je suis Nadine Owanji, je me suis engagée en politique. Tout à l'heure, vous parliez de liberté. Donc j'ai fait donc la liberté de choisir de m'engager. Et voilà, donc il faut dire que je me suis engagée ici en Belgique, donc je fais la politique ici en Belgique pour aider mes compatriotes, pour aider la communauté africaine, mais particulièrement congolaise. Et donc nous avons fait l'objet de diabolisation. Il y a eu des boycotts par rapport aux candidats congolais d'origine, belge d'origine congolaise. Parce que je m'étais présentée aux élections communales d'octobre passé, donc du 14 octobre 2012. Donc je me suis présentée à la ville de Bruxelles. Et voilà, donc je n'ai pas été élue. Alors, donc ma question est en fait, que peut-on faire face à ça? Et bon, quels sont les moyens qu'on peut mettre en place pour éviter ce genre de diabolisation? Et donc une autre question aussi, donc, par rapport aux musiciens congolais. Moi je ne suis pas d'accord. Moi j'estime que le Congo est connu quand même, par ses musiciens, par sa musique partout en Afrique, même au monde, je peux dire. Le Congolais est connu par la musique, et c'est ça qui fait aussi notre force, bien sûr, après les ressources naturelles. Donc c'est la musique qui vient quand même au premier plan. Et moi j'estime qu'il ne faut pas minimiser donc, les artistes congolais, parce que donc beaucoup de jeunes au Congo et beaucoup de personnes s'identifient à ces musiciens. Donc je ne sais pas si je peux citer leur nom. Il y en a un aussi, je crois que c'est l'idée, je crois que c'est quand même quelqu'un qui est instruit. Voilà, donc c'est quand même quelqu'un qui est instruit. Et moi je trouve quand même déplorant et dommage que donc quand même un homme comme lui ne puisse pas quand même véhiculer des messages positifs donc par sa musique. Parce que beaucoup de jeunes s'identifient à lui. Et donc c'est vraiment dommage que Koffi Olomidé et d'autres d'ailleurs Verasov ne peuvent pas donc sensibiliser donc ces jeunes par la musique et donc leur apporter un message, des messages positifs. Donc à les révolutions, parce que quand j'entends ce qui se passe à Kinshasa ou bien sur place, je crois qu'ils font, c'est toutes les semaines qu'il y a un concert qui se fait, 2 semaines, et c'est plus pour gagner de l'argent. Moi je veux bien, mais en fait, après ça, je dis tout à fait, est-ce qu'il n'y a pas donc un message, ou bien ils ne peuvent pas faire passer un message quand même pour que les choses s'évoluent. Et voilà. Comme j'ai plein de trucs à dire, en fait, donc les musiciens, donc les artistes congolais, pour qu'ils puissent s'organiser afin de pouvoir donc contribuer à l'évolution. Une dernière chose, je veux vous remercier parce que, en fait, donc vous féliciter de votre engagement, de vos prises de risques. Et ce sont des exemples pour nous. Et vraiment, ça me fait plaisir de voir quelqu'un, en fait, donc une personne comme vous, donc de ma communauté, qui s'investit réellement et sincèrement pour... Bravo. Bonsoir Eric. Oui. Je me présente, Christian Lumadec, dont tu as parlé tout à l'heure justement. Moi, ma question, je voudrais un peu revenir sur l'actualité actuelle qui se passe au pays. En ce moment, il y a des tractations pour un dialogue intercongolais qui est en train de se présenter. Il y a eu une promulgation d'une CENI assez simple. Donc ça nous présage déjà de nous préparer aux élections de 2016. Moi, ma question elle est simple. Qu'est-ce que toi tu préconises si aujourd'hui Kabila nous refait le même coup
qu'il a fait en 2011. C'est-à-dire qu'il nous change la Constitution, pour qu'il puisse se représenter en 2016. Qu'est-ce que toi, Eric, tu préconises et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à la communauté dans la diaspora? Donc beaucoup de frères sont ici. Je pense que ça risque d'être vraiment la goutte d'eau qui va faire déborder les vases, parce que je ne pense pas qu'ils soient encore prêts à réaccepter qu'on revole encore le résultat des urnes comme ça a été fait en 2011. Voilà ma question. Voilà, Doudou Toumba, je suis comédien, artiste, réalisateur, et je suis très heureux de suivre votre intervention. Vraiment, c'est la première fois qu'on m'a recommandé de vous écouter. Je ne suis pas déçu, mais je suis quand même déçu parce que je ne savais pas que j'allais me retrouver dans le cadre d'un parti politique. Et je trouve dommage parce que je pensais vraiment que vous êtes dans la mouvance de créer un grand ensemble dont le Congo et l'Afrique a besoin, car les partis politiques nous divisent. Alors, ma question, c'est en 2011, nous avons voté, vous avez des chiffres directs, et les chiffres ont prouvé que Tshisekedi a la majorité de la population. Il a remporté les élections. Alors, pourquoi vous ne vous êtes pas allié à lui pour devoir travailler au lieu de nous préconiser d'aller encore jusqu'en 2016 aux nouvelles élections? Que reprochez-vous à Tshisekedi? Parce que visiblement, vous préférez créer une structure à part. Merci. Oui. Bonjour M. Riquet, c'est un plaisir en tout cas d'être là. Moi je vous suis sur internet et voilà, je ne suis pas déçu. Moi c'est Damien Tombi, je dirige la Fédération Congolaise de Liège. Donc là j'ai vraiment quelques préoccupations, mais je ne sais pas tout dire parce qu'il n'y a pas de temps. La première chose c'est par rapport aux musiciens. J'aime votre expression mettre le Congolais au centre de la protection patrimoniale. Je crois qu'il y a aussi ce patrimoine culturel à protéger qui en fait renferme nos valeurs que nous sommes appelés à protéger. Alors, si les musiciens vont à l'encontre de ces valeurs, je suis en train de me poser la question de savoir, en les soutenant, est-ce que nous sommes en train de protéger le patrimoine? Je continue. Je voudrais faire une remarque parce que vous êtes plein en voyant par exemple les views sur YouTube avec Kofi Olomide qui cartonnent, alors que vous c'est vraiment le dixième quoi. Hein? Mais moi, c'est peut-être un conseil, c'est que essayez d'adapter, je crois, votre langage au langage de tout le monde. C'est-à-dire que la majorité du public, à mon avis, ne comprend pas votre langage. Le contenu est intéressant, mais vous avez évoqué plusieurs notions de marketing. Lorsque je vais sur le marché et que les jeunes s'intéressent à des baskets rouges, moi je viens produire des baskets rouges. Je suis sûr que les baskets sont achetées. Mais si je produis des baskets bleues, ce ne sera pas le cas. Je reviendrai encore sur cette considération plus bas par rapport à ma remarque. Vous parlez de deux solutions, c'est-à-dire c'est soit les élections, soit la voie de coup d'État. Mais vous n'envisagez pas la troisième possibilité, c'est la révolution, le soulèvement populaire. J'ai aimé l'expression de Cheikh Fita, le peuple se libère. Il faudrait effectivement, je crois que ce serait le rôle des centres de conscientisation, ce serait aussi de pouvoir réveiller les peuples pour qu'ils soient capables de revendiquer leurs droits, capables de se mettre dans la rue, comme tout le monde le fait, pour en tout cas se libérer. Et je vais conclure en évoquant la notion de la violence contre laquelle, en tout cas, vous vous fixez. Moi, j'évoque le cas de Mandela. Hein. Mandela, il a combattu dans la non-violence, mais à partir d'un certain moment, il a compris que l'adversaire ne marche pas avec la non-violence. Il a été obligé d'adapter les stratégies. Et ça, la petite notion de marketing que j'ai évoquée tout à l'heure marche aussi avec ça. C'est-à-dire quand vous êtes sur le terrain et que l'adversaire ne marche pas selon ce que vous prévoyez, il faut adapter les stratégies. C'est ce que dit aussi notre ami qui a écrit l'art de la guerre. Hein. Il faut prendre l'arme de l'adversaire et voilà, le combattre avec cette arme. Vous venez d'arriver ou quoi? Merci, c'est terminé. Vous venez d'arriver? Ah, j'ai parlé de tout ça, je crois, non? Et moi, j'évoque un exemple précis, c'est-à-dire, nous sommes en face de l'ennemi qui n'entend pas la non-violence. Lui ne comprend pas ça. Il faut qu'on adapte le comportement, effectivement, comme vous le dites, par rapport à ce que lui il est. Si lui comprend la violence, alors pourquoi éradiquer la violence? Mon cher frère,
c'est un projet qui ne peut se réaliser que lorsque le mental du Congolais sera totalement au rendez-vous. Notre peuple est constitué de velléitaires, mon ami. Et il faut évoluer de velléitaire à volontaire. Et là, nous allons y parvenir. Vous ne pouvez pas prendre le risque d'envoyer les gens à la guerre lorsqu'ils ne savent pas comment tenir un fusil, lorsqu'ils ne savent même pas comment définir une révolution. Nous avons un champ préparatoire qui peut nous prendre 5 à 10 années avant t'ôter les mains. Nous sommes capables de le faire. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à le faire. Je vous ai donné l'exemple de Ben Laden. Et je vous ai dit la seule chose qui nous différencie, c'est le choix qu'il a opéré de choisir le terrorisme. Terrorisme qui ne se définit nul autrement que comme étant une action politique, une revendication politique, mais qui emprunte la violence. Donc, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des centres de formation, etc. Mais où il a entraîné les gens à tuer? Moi, je ne veux pas de ça. Jamais je ne vais promouvoir cela. Mais je veux être encore plus méchant que lui. Parce que je peux faire beaucoup mieux que lui. En aiguisant le mental. Et c'est exactement ce que propose ce bouquin. Comment faire? Comment s'équiper pour être au rendez-vous? Bissonio surtout awa blabla et l'équipe Bisso. En lisant ce livre, c'est un début de proposition. Comment faire pour devenir meilleur, pour être prêt à aller au combat? Voilà ce que je vous propose, mon frère Damien. Donc je ne suis nullement dans la moindre contradiction lorsque je vous parle d'adaptation comportementale. Adaptation comportementale à quoi? On a dit au calibre des défis et au gabarit des enjeux. Donc il faut maîtriser les défis, il faut maîtriser les enjeux. Nous nous battons contre qui? Le Samson là, le monstre auquel nous sommes confrontés. Mais vous parlez de Mandela, c'est un exemple qui est obsolète par rapport à notre révolution. Les armes avec lesquelles les Américains font la guerre n'ont rien à voir avec ceux avec quoi ils se battaient à l'époque. Si vous suivez jusqu'au bout la conférence qui s'est passée tout à l'heure, je vous ai listé les armes avec lesquelles les Américains combattent aujourd'hui. Mais Bokobang Namingi. Bokobang Namingi, c'est-à-dire ça. Il faut oublier complètement la solution armée Tokoko Cannabis-sauté. C'est ce que je me tue à expliquer. Donc nous allons revenir aux premiers intervenants. L'évangéliste Pétrus. Pétrus, c'est bien ça? Pétrus ou Pétrus? Pétrus. Très bien. Papa, j'ai beaucoup aimé votre question. Diagnostic. Qu'est-ce qu'un diagnostic? Le diagnostic est une analyse qui mène à l'identification de l'origine d'un dysfonctionnement, d'une maladie. Diagnostiquons bien, mon Dieu. Mon problème avec mon peuple est celui-là. Un défaut de diagnostic. Tozoko sanaliboma makasi. Et tant que nous avons mal diagnostiqué, nous allons soigner un sida à la place d'un cancer. Donc, tout ça, là, attention, la diagnostic. Assemblons comme il faut les données. Chez nous, dans mon parti politique, nous avons une procédure qu'on appelle le check profile. Le check profile, c'est un checking qu'on fait quand un adhérent, vous, évangéliste Pétrus, vous nous rejoignez demain, vous allez passer par un checking, comme dans un hôtel, comme lorsque vous prenez un avion, juste pour faire connaissance. Mettez qui toi? Qui se cache derrière toi? Comme je le dis dans Ostracisme, les 3 questions fondamentales. Qui est-ce? Quis est quo vadis? Qui es-tu? Quel genre d'homme es-tu? Quis est quo vadis? Où vas-tu? Check-in. Le check-up, pendant que vous êtes avec nous, à la moindre petite crise susceptible de pouvoir désynchroniser notre cire doctrinale, on gratte un peu pour savoir mais pourquoi. Et au cas où vous devriez nous quitter pour une raison ou pour une autre, on fait votre check-out parce qu'on ne vous laissera pas aller nous salir comme ça. D'accord? Il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Pour ça, mettre en place des services de renseignement précis. Ça répond en même temps à la question de ma sœur Nadine. Mettre en place dans nos structures de vrais
service de renseignement, pour bien checker l'autre, savoir avec qui on travaille, pour arriver à séparer le bon grain de l'ivraie. Le terme distraction que j'entends souvent, mais mon Dieu, batu bazo distraire biso bazana kati na biso, à croire qu'ils sont payés pour ça. Vous comprenez? À croire qu'ils sont payés pour ça. Moi, Éric Moulalou, je vous l'ai dit, je ne revendique pas du tout le statut d'intellectuel. Je n'en suis pas un. Dieu merci. Dieu merci. Tetinanga, nzambe afungola kayango, aniati mo substance na yana kati. Né de temps en temps, beau de la rabino baboule. Alors, mais tout ce que je demande, c'est venir avec mes grosses idées, vous les proposer et voir dans quelle mesure vous, les intellectuels, allez être capables de les optimiser. Mais en même temps, pourquoi parti politique? Pour répondre à mon frère, l'artiste Toumba. Papa, Tshisekedi, Étienne, Aza Papa Nangaï, je lui ai fait une dédicace dans mon livre. Deux choses, deux inhibiteurs majeurs. Les Tshisekedistes vous empêchent d'atteindre Tshisekedi. Est-ce que même il a lu mon livre? Je lui ai envoyé un livre par notre ami de l'ex-Apareco, M. Roland Mena. J'ai envoyé un livre à Papa Ngwanda, pour lequel je n'ai jamais eu le moindre remerciement, ça fait 7 mois que ça dure. J'ai envoyé un livre à Tshisekedi, la même chose. Les Tshisekedistes vous empêchent d'atteindre Tshisekedi. Mais comment voulez-vous lui proposer le moindre projet? Un, deux, si vous êtes là depuis le début, vous m'avez entendu dire que pour sauver le Congo, il faut une nouvelle classe politique. Les anciens, nous en avons besoin. Ils sont indispensables. Ce sont des supports majeurs auprès desquels toujours nous irons puiser la substance. On a besoin de ces bibliothèques. Mais il est hors de question que nous fassions la politique avec eux. Lisez ce que je dis de Mobutu à l'intérieur de ce livre. Lisez ce que je dis du président Mobutu à l'intérieur de ce livre. Il y a un monsieur qui vient d'entrer dans la salle, là, en lunettes, monsieur Noble. Je parle de lui dans ce livre. Et je parle d'un débat que j'ai eu avec lui dans ce livre. D'accord? D'un débat que j'ai eu avec lui concernant le président Mobutu. Lui disait du président Mobutu, quand le terme utilisé c'était un visionnaire ou je ne sais pas, quelque chose comme ça pour dire qu'il a dit après moi le déluge. Et effectivement nous le voyons, c'est le déluge. Et je le rectifiais dans ce débat en disant non mon frère, je ne pense pas que Mobutu était un visionnaire lorsqu'il parlait d'après lui le déluge. Absolument pas. Il était dans un constat, car bien conscient de l'état dans lequel il laissait le Congo. D'accord? Donc, Mobutu est quelqu'un, moi, hein, Éric Moulalou, je l'ai dans la peau. Pourquoi? Parce que malheureusement, aliéné, en bon aliéné, j'ai bercé dans le moboutisme. Tout cela, hein, on est né dedans, on a grandi dedans, j'en connais très peu, au Congo du moins. Non, au Congo du moins. Moi en tout cas, je sortais sous les pieds, je sortais sous les pieds de mes aînés pour attendre Mobutu quand son passage était annoncé sur le grand boulevard. Hein, Mobutu, voyez, nous avons bercé dans le moboutisme. J'ai tellement admiré ce type, j'ai tellement apprécié ce type, j'ai déifié ce type. Je suis tombé de très haut quand j'ai découvert qui était ce type. Vous comprenez? Et j'en parle dans mon livre. Je ne jette pas la pierre à ce monsieur parce que j'étais moboutiste. Vous comprenez? Et pas moboutiste, pas le moboutiste qui est allé manger chez les moboutistes, avec les moboutistes. Ceux qui sont moboutistes, qui m'entendent, qui m'écoutent, où qu'ils soient, me connaissent. Hein? Ils savent combien de fois j'ai donné des coups de poing, combien de fois j'ai été à la deuxième cité, en tôle, par des moboutistes. Et ils savent aussi comment mon frère Patrick est décédé le 24 février 1992 avec 4 balles dans la tête de la main d'un moboutiste. D'accord? Donc, je ne fais pas ami n'importe comment. Moi, je fais de la politique, mes amis. Je fais de la politique parce que la politique est supposée être le levier grâce auquel on va clarifier l'évolution dans la cité. C'est à ça que ça sert la politique. Je veux voir les miens évoluer vers la libération. Je veux y croire. Et
pardonnez-moi, c'est une expression que je n'aime pas, mais je suis obligé de la dire. Je ne suis pas pour la promotion et la culture de la violence. Mais je suis prêt à tuer pour le Congo. Il faut que ce soit très important. Parce que tout à l'heure, j'ai dit que j'étais prêt à mourir pour le Congo. Donc, il faut qu'on se comprenne quand on parle du Congo. Je ne rigole jamais quand je parle du Congo. Je me suis excusé tout à l'heure pour cette tenue inadéquate. Je venais de quelque part, j'ai failli annuler la conférence, j'ai failli ne pas y être. Je me suis battu, mon Dieu, pour prendre cet avion et arriver à Zaventem tout à l'heure. Mais Bande Kolangai, cette tenue, pourquoi dis-je de cette tenue qu'elle est inadéquate? Parce que nga Eric Moulalu nazana matanga. Nga nazana matanga permanent. C'est-à-dire je vis avec nos cadavres. Je vis avec nos morts. Na loba kamote kakao pona loba. Pona lukangenge. Nga soko tchelinga Kabila liboso. Kabila est descendu à New York il n'y a pas longtemps. Dans l'hôtel dans lequel moi je descends à New York. Il est descendu dans ce même hôtel-là. J'ai fait un rêve et j'en ai parlé à mon épouse. Je dis, chérie, tu sais quoi? Na lota ke nga nazala Kabila, na telemi, il y a telemi, pardon, nga nazoleka. Na ba journaliste, akanisi pe nga nazala journaliste. Na telemi pe na ye, na gogoli mutu. Bou, le taba sotele nga, mais azwa ki yango. Mes amis, non, c'est pour dire quoi? Vous savez, c'est une petite illustration juste pour dire ma haine et ma colère. Mais je ne peux pas perdre mon temps avec Kabila, dégage. Et cette distraction, mon aîné. Vous vous rendez pas compte à quel point la haine est là, Seigneur. On a tous envie de le dévorer. Mais c'est cette haine-là, justement, qui inhibe la progression intellectuelle grâce à laquelle nous devrions être ailleurs en train de penser et asseoir des stratégies. Comment pouvez-vous accorder à ce gamin un culte autant d'importance? C'est inimaginable. Le problème est ailleurs, Bandeko. Le problème est ailleurs. Eric Moulalu, comme l'a dit le vieux tout à l'heure, est un drogué du Congo. Mais drogué à Koufagana overdose. Donc 2 ans. 2 ans. Je vous dis dans 2 ans, si mon projet ne s'est pas affermi, si je n'ai pas trouvé les moyens de le consolider, d'optimiser le potentiel que nous avons, j'arrête tout. Parce que ça ne sert à rien. Je me bats contre un peuple de velléitaires, des ingrats qui ne pensent qu'à eux. Moi, Moulalu, j'ai tout donné pour le Congo. Quand j'ai commencé en 2009, j'ai fait le tour du monde. Partout où je suis passé, les frères voulaient mettre $100, $1000, 10 000. J'ai refusé l'argent de tous les Congolais. Aux États-Unis, il existe ce qu'on appelle fundraising. D'accord? Ces structures qu'on met en place pour rassembler de l'argent. Les Congolais m'ont proposé de faire des fundraising. Je leur ai dit, mais Bino Kakande Bokoloba, Ayake Mbongo. J'ai dit, ça mon gars, je ne te donnerai pas l'occasion de me chier dessus. Nada. J'ai refusé le fric de tous mes frères. J'ai mis mon argent à moi. La salitour Yamokili, s'il vous plaît. Je l'ai fait pour le Congo. Certes, derrière, il y a le service d'une ambition personnelle. Mais une ambition personnelle qui ne vise qu'à travailler pour le Congo. Vous avez parlé de ce parti politique, Frangin. RDC Okapkol est un mouvement d'activistes. Mais à un moment donné, vous vous rendez compte qu'effectivement, la diaspora, le mouvement de la diaspora doit évoluer vers la terre d'origine. Donc il faut trouver une articulation, un mécanisme. Lequel est-il, si ce n'est le parti politique? Je suis président du CUB. Mon parti politique a été enregistré au Congo. 0162/2010 du 17 décembre 2010. Si je n'ai pas ce parti politique, je ne peux pas prétendre aller aux élections. Parce que ceux terroriste. Et pourtant, ma foi, ceux qui en ont les capacités analytiques savent très bien que je ne descendrai jamais au Congo pour aller donner ce coup de tête à Kabila. C'est pas l'envie qui m'en manque. Et c'est pas l'envie qui en manque aux 70 millions de Congolais, laissez-moi vous dire. Hein. Même les autres, là, les 334. Et pour répondre à la question de Christian, Lumande, c'est la dernière question, enfin, du moins de celle que j'ai notée. Christian, il y a 334 députés à qui nous devons notre malheur. 334 députés sur 337 dans la majorité. Sans oublier la cinquantaine de députés corrompus dans l'opposition. D'accord? Auxquels vous rajoutez les sénateurs. Moi, quand j'ai dit à Papa Cheikh Fita tout à l'heure, nous perdons notre temps avec les musiciens. Mais c'est une distraction.
Parce que notre problème, vous savez, les Américains, quand ils boudent les Français, ils disent jusqu'au French fries, nous allons en interdire la promotion. C'est ça, va bouder. Mais bien noté, vous, quand vous boudez un produit, vous êtes sélectif dans la sanction. Mais c'est pas bon. Le général Nikoulia Bolongo disait la sanction exprime la désapprobation de la société sur la violation de l'interdit. Mais la société, c'est vous. Mais levons-nous. Exprimons notre désapprobation. Faisons-le de façon collective. Là, il y aura une résonance à ce que nous allons faire. Mais quand il y en a 1, 2, 3, 4, Natal la diaspora, Natal la combattant. Moi, j'ai ma liste. Je vous l'ai dit, nous, on fait un travail de renseignement. Je regarde les mouvements des combattants dans le monde entier. Il y en a 17 que j'ai dénombrés. 17. 17 devant lesquels je peux faire la révérence. Parce que ceux-là, ça, c'est des gars, j'aimerais être à la tête de ces 17-là. Peut-être qu'on pourrait sauver le Congo en une seconde, comme le disait tout à l'heure mon frère Lukunku. Parce que Bangoko, Balela Congo Pezoyokana. 17. Et je vous assure que ils sont tellement peu, cette ressource, elle est rare. Nous devons cibler correctement l'adversité à travers le meilleur diagnostic qui soit. Nous devons nous attaquer à ces députés-là, qui sont le levier grâce auquel Kabila arrive à enclencher une 6e vitesse. Nous devons nous attaquer à eux. Vous pensez qu'ils vont m'accueillir les bras grands ouverts? Mon propre petit frère est député dans la majorité de Kabila. Vous avez déjà regardé un film qui s'appelle Usual Suspect? Oui, oui. Vous avez vu comment il fait quand Isaac Sosé, quand la mafia vient chez lui? Hein? Ah, il tape d'abord sa femme et ses enfants. Hein? Il dit, vous vouliez les tuer, non? Pour me faire chanter. Hein? Regardez comment je fais. Mon propre petit frère, je lui adresse ce message tous les jours. Comment tu as pu, mon cher, faire ce choix-là? Nous n'avons qu'une vie ici-bas. Faisons en sorte qu'elle soit un exemple, un modèle pour nos enfants. Donnons un sens à notre vie. Donnons un sens à notre vie. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, les 334 là, voilà vos ennemis. Voilà votre adversaire. Ces députés-là, ils sont payés avec l'argent du contribuable congolais pour promouvoir, alimenter le marasme congolais. Ce sont eux qui ont donné un semblant à l'imposteur. Voilà vos ennemis. Mais vous allez vous retrouver à danser, à boire avec les mêmes députés, parce que c'est le cousin d'un tel, alors les combattants vont fermer les yeux, etc. Non, 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 non. Tozala, exemplaire. Totika et loko babengi népotisme, favoritisme, tribalisme, biloko nyo surtout avec les oboma. Il faut que nous sachions dire stop les mecs, c'est comme ça que nous allons nous en sortir. Allô? Voilà, Bandekolangaï, je crois avoir terminé. J'espère avoir été clair. Une dernière question. Une dernière question. Ah, là-bas, il y a une question. J'en ai eu une autre. La question avait été posée en fait. Ah, c'est la même chose. D'accord. Le problème, le mal congolais, c'est que nous n'avons jamais de projet à long terme. Voilà. Or là, vous nous sortez un projet à long terme. Je voudrais savoir, si demain vous êtes élu, étant donné que vous avez très bien identifié l'ennemi, et que cet ennemi-là est puissant, qu'avez-vous comme garantie qu'il peut le survivre? Parce que Mobutu, qui avait été un pion de ces mêmes ennemis-là, a été désavoué. Le jour où il n'en avait plus besoin. Voilà, tout à fait. Vous maintenant, quelles sont les garanties que vous sauriez accomplir le programme que vous faites fort de nous proposer aujourd'hui? C'était ça ma question. Voilà. Mon nom est Jean-Pascal Edmond. Je suis coordinateur de la dynamique politique et diaspora congolaise et je viens de Liège. Waouh, magnifique. Merci Jean-Paul. Ah, c'est la tienne. Alors, on est en train de nous virer. Vas-y, lis-la moi. Bon, alors, toutes les semaines des conférences call avec tous les membres de notre organisation. Nous en avons deux. Hein, on a parlé d'articulation tout à l'heure. On a RDCO Cap Call, qui est un mouvement activiste, et on a le CUP, qui est un parti politique. D'accord? Et donc, tous nos membres se réunissent au téléphone toutes les semaines parce qu'on est disséminés sur la planète.
et je peux prendre au hasard n'importe lequel d'entre eux, il vous le dira. Hein? Ça s'inscrit dans mon protocole. Je sais que je vais mourir plus vite qu'il ne le faut. Je sais que personne ne m'aime. Et je sais que l'embûche qui me stoppera, elle est là dehors. Elle peut arriver à n'importe quel moment. Et donc, n'étant pas distrait, j'ai dit à mes jeunes frères, surtout les jeunes qui travaillent avec moi, soyez prêts. Soyez prêts à prendre le flambeau. J'exhorte tout le monde à lire ce livre pour que tout le monde devienne un autre Moulalou en puissance. Mais si tant est que je peux déteindre quelque peu sur votre projet, parce que le vôtre existe, c'est tout bon pour le Congo, vous comprenez? Donc, je ne suis pas immortel. Nous sommes dans le même cheminement. Absolument. Ça, parce que je sais qu'on peut tuer un être humain, mais une idée de notre humain. Absolument. Les gens et adopter cette unité. Absolument. Le combat du Congo, il ne date pas d'aujourd'hui. Nous devons vraiment essayer de contenir l'ennemi du Congo. Parce qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises de par le passé. Eux-mêmes, lors de la seconde table ronde, qui a été livrée, ça, je l'ai dit et je l'ai souvent répété. Le problème, c'est, une fois que nous avons identifié les ennemis, comment contenir cet ennemi-là? Parce que le lobbying utile ne va pas faire de gros. Papa, je voulais proposer là-dedans adaptation comportementale à deux choses. Au calibre des défis et au gabarit des enjeux. C'est ça l'enjeu. L'ennemi en question, il est là pour ces enjeux. Il faut bien les maîtriser, de manière à adapter notre comportement proportionnellement à cela. Le jour où nous devenons un monolithe, un bloc uni, il ne pourra plus rien contre nous. Il a l'avantage d'être déjà uni. Seulement, son unité, son union à lui procède de l'intérêt. D'accord? C'est un rapace qui veut tout de tout le monde, pas que du Congo. Mais nous n'avons pas le monde entier à protéger. Nous n'avons que l'Afrique et le Congo à protéger. Donc nous pouvons nous organiser. Le projet doit être à long terme. Car sur le court terme, je ne crois à aucune solution sur le court terme. Vous voyez? Donc effectivement, le risque est là. Le risque est grand, mais quand on l'a diagnostiqué, on le connaît. On ne travaille pas. On ne se lance pas à corps perdu dans un projet quelconque. Notre projet n'est pas quelconque. Il est défini, clairement défini. Notre ennemi est identifié, nous l'avons ciblé. Et donc, en conséquence, nous allons adapter notre comportement. Je vais terminer, conclure par une citation d'un monsieur pour qui j'ai beaucoup de respect. Énormément de respect. C'est un blanc, un de ces rares qui mérite vraiment toute notre considération. Il dit ceci: ne laissez pas tomber dans le silence le cri de douleur que les peuples vous adressent. Ce monsieur-là est l'homme qui a créé la Croix-Rouge internationale. Quelqu'un sait comment il s'appelle? Henri Dunant. Henri Dunant. Un monsieur magnifique que je vous exhorte tous à essayer de découvrir. Il y a des hommes bons dans ce monde, croyez-moi, qui sont là pour nous frayer le chemin. Toyoke la Bango, écoutons leurs murmures. Ils ne sont jamais tout à fait partis. Que vive le Congo. Ouais. Chers amis, allô, chers amis, merci beaucoup d'être venus et d'avoir écouté notre président Moulalou et nos interventions. Nous vous invitons ainsi à boire avec nous le verre de l'amitié au 35 rue de la Paix, au café Kumba. Nous allons grignoter un petit quelque chose, boire un petit quelque chose si ça vous intéresse, et peut-être poser encore quelques questions à M. Moulalou si ça vous intéresse. Et ceux qui veulent le livre, il est là, à votre disposition. Donc, à bon entendeur, salut! Merci beaucoup d'être venus, bonne soirée. Merci. Absolument. Ton sac. Absolument. Tu peux l'amener par ici. Je l'amène.
c'est moi. Je vais chercher le sac pour mettre les bouquins. La carte parce qu'il y a Porte de Namur et il y a Combat. Combat, c'est le. Ouais, je dépose la Porte de Namur et de Namur. Massacre,